Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. C'est l'heure H en France où 49 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 30 juin au parfum de l'histoire. 49 millions de Français avaient la charge aujourd'hui d'élire à nouveau les 577 députés de l'Assemblée nationale française dans le cadre du premier tour des législatives anticipées. Et après une campagne éclair, 3 blocs se détachent. Extrême droite, droite et centre, droit et gauche pluriel. Les premiers résultats de ces élections tombent à l'instant même où je vous parle. Et le premier enseignement à tirer de cette élection, eh bien, c'est la très forte mobilisation qui a atteint les 65% à 19h heure locale. Une mobilisation et qui traduit l'état d'appréhension dans lequel se trouve le pays. Le souhait peut être exprimé par les Français d'une alternance. Est-ce qu'il s'agit là des prémices d'un barrage à l'extrême droite? Nous allons en parler durant près d'une heure avec nos invités et nos envoyés spéciaux à Paris et à Marseille. L'échiquier international, c'est juste après ça. Alors pour m'accompagner ce soir et tenter de décrypter les résultats du premier tour des législatives anticipées 2024 en France, j'ai le grand plaisir d'accueillir Halima Dellimi, candidate du Nouveau Front Populaire en Suisse. Madame, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Sébastien Periboni, candidat Solidarité, Progrès à la 9e circonscription des Français de l'étranger, sera également avec nous. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bonsoir à tous. Et enfin, Abdesalem Itache, ancien élu ou élu local qui est en direct avec nous également depuis Paris, membre d'Europe Écologie Les Verts également. Merci d'être avec nous, monsieur. Bonsoir, merci à vous. Alors d'emblée, messieurs, avant d'aller voir quelles sont les premières impressions du côté de nos envoyés spéciaux, on va commencer avec vous, Abdesalem Itache. Très rapidement, peut-être vos premières impressions à l'annonce même de ces résultats. Et on va commencer avec ce taux de participation très, très, très fort, un taux historique depuis 1978. Monsieur Itache, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. En effet, on a 2 Français sur 3 qui se sont déplacés, qui se sont mobilisés pour cette élection. C'est une véritable douche froide, à savoir que aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on pourrait se retrouver avec entre 260 et 310 députés du Rassemblement national. Et malheureusement, mais tout n'est pas encore fait. Il y a encore un deuxième tour. Il y a un réflexe républicain qui doit se faire, mais j'y viendrai par rapport à tout ça. Mais en effet, là, les résultats, nous les avons en simultané à l'instant. Et oui. En effet, ce n'était pas ce qui était attendu dans la journée, puisqu'en effet, nous avons vu au fil de la journée une mobilisation des personnes qui commençaient à aller dans les bureaux de vote, parfois même des personnes qui n'avaient pas été votées aux européennes ou qui n'avaient jamais été votées. Donc, ça reste quand même surprenant, mais rien de vraiment étonnant. Vous comprenez, lorsque l'on a un Emmanuel Macron qui, et bien avant lui, je pourrais faire la genèse et commencer par Nicolas Sarkozy, qui avait monté le ministère de l'identité nationale, qui avait déjà commencé à ce travail pour l'extrême droite. En fait, Emmanuel Macron a mis le dernier clou sur le cercueil en permettant de voter 2 lois immigration, une loi séparatisme, et évidemment a continué à attiser la haine concernant une partie de la communauté nationale. Évidemment, je parle des musulmans, je parle des binationaux, des personnes qui sont originaires ou héritiers de l'immigration. Et aujourd'hui, enfin, il y a un vrai combat. Évidemment que nous serons, puisque je suis à Europe Écologie Les Verts, et à l'image Marine Tondelier, qui est notre présidente, nous continuerons à nous battre, comme nous l'avons toujours fait, contre l'extrême droite et contre toutes ces idées racistes et nauséabondes.
Très bien, merci Abdeslam Mitache. Alors, avant d'aller vers première réaction de la part de Sébastien Periboni, je vous annonce, mesdames et messieurs, les chiffres, les premières estimations de ce premier tour des élections législatives remportées donc au premier tour par le Rassemblement national qui arrive en tête avec 34,2%, suivi du nouveau Front populaire à 29,1%. Et de la majorité présidentielle qui a obtenu 21,5% au terme donc du premier tour qui s'est tenu ce dimanche 7 juillet où seront élus les 577 députés de l'Assemblée nationale. Un premier commentaire de ces chiffres, Sébastien Perimoni. Perimoni, oui, pardon. Non, je vous en prie. Les chiffres, déjà, ils étaient attendus parce qu'on savait qu'on avait une fin de règne pour le régime de M. Emmanuel Macron qui avait, si vous voulez, mené une politique antisociale, une politique qui a conduit beaucoup de gens, en particulier les plus pauvres, les gilets jaunes dans la rue, encore récemment les agriculteurs, une augmentation de la dette, une réduction du pouvoir d'achat dans les milieux ruraux. Donc on avait vraiment un échec économique qui était complet sur l'ensemble de sa politique économique, avec une ambiance de fin de règne qui était en place à l'Élysée. Donc il a joué ce coup de poker, si vous voulez, de lancer en une vingtaine de jours, ce qui est totalement compliqué pour les candidats, mais enfin en 20 jours relancer ces législatives. Et comme à peu près aux européennes, on voit que le Rassemblement national fait presque 2 fois plus que le parti présidentiel, avec l'accord électoral de la gauche, enfin qui est le mariage de la carpe et du lapin, hein, comme on le voit avec le nouveau Front populaire de Poutou à François Hollande, donc qui est un accord électoral, hein, qui n'est pas un accord de programme, qui ne tiendra pas longtemps, étant donné que certains candidats, j'entendais M. Ruffin faire déjà campagne contre Mélenchon, enfin bref, on a vu à quel point c'était bancal. Donc c'est vrai qu'on a une situation aujourd'hui où ce qui était prévu arrive, avec une forte présence du Front National. On va voir comment va se dessiner l'ensemble de la carte, parce qu'à cette heure-là, on n'a pas exactement tous les détails sur qui opposera qui et où et combien de sièges peut gagner le Front National, le Rassemblement national, pardon, dans une semaine. Ce qui est sûr, c'est que c'est les Français qui perdent, parce que vous savez, moi j'ai été candidat, vous l'avez mentionné, dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, Afrique du Nord, dont l'Algérie et l'Afrique de l'Ouest, et j'ai mené une campagne contre les guerres de l'OTAN. Et malheureusement aujourd'hui, que ce soit l'extrême droite, que ce soit l'extrême centre ou que ce soit l'extrême gauche, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils veulent tous continuer à livrer des armes à l'Ukraine, ils veulent tous continuer à jeter de l'huile sur le feu sur le conflit avec la Russie. Et malheureusement, aujourd'hui, le nouveau Front populaire, quand vous lisez son programme, veut un soutien indéfectible à l'Ukraine et que l'Ukraine récupère l'ensemble de son territoire. Donc, on voit bien que malheureusement... Laissez-moi, M. Perimoni, aller juste tâter le terrain du côté de Mme Halima Delimi, qui est, je le rappelle, candidate du nouveau Front populaire en Suisse, donc représentant les Français de l'étranger. Mme Delimi, une première impression par rapport à ce premier tour et ce résultat tout de même enregistré par le Front populaire, le nouveau Front populaire, 29%, donc gagnant de ce premier tour aux côtés du Rassemblement national qui est en tête avec 34,2%. Bonsoir à tous. Oui, en effet, là, vous me donnez les chiffres nationaux. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Alors évidemment, on s'y attendait. On s'attendait bien à se réveiller avec un lundi avec une vague brune. Donc oui, c'est une situation plus que préoccupante à laquelle il va falloir remédier. Il va falloir il y a pas mal de triangulaires, donc il va falloir qu'il y ait du désistement. Oui. Pour ce qui est de notre circonscription des Français de Suisse, c'est un schéma différent parce que le Rassemblement national est assez faible ici. Mais il a quand même, là, on n'a pas encore les chiffres, ça commence à sortir parce qu'on est encore en dépouillement. Et en plus, on peut ajouter à cela les chiffres du vote en ligne qui a été assez exceptionnel. Il semblerait, d'après les estimations, que donc oui, le Rassemblement national ait fait plus qu'à l'accoutumée. Cependant, ça se jouerait plutôt entre le nouveau Front populaire et le parti du gouvernement.
Et oui, il est vrai qu'ici, d'habitude, on n'a pas de vote d'extrême droite. C'est plutôt un vote centriste. Mais je pense que ici aussi, le gouvernement de Macron aura à payer la casse sociale, d'autant que le candidat qui est face à moi, Marc Ferracci, est donc son ami intime et qui a plus œuvré à créer des lois iniques comme celle de l'assurance chômage, qu'à s'occuper de nos compatriotes français en Suisse. Et on se rend bien compte qu'il n'y a aucune remise en question de leur part quant à leur choix, leur ligne politique qui n'a cessé de se durcir et de tendre vers la droite. Je pense que cette semaine, ils vont encore être dans le déni, parce que quand on appelle au vote républicain, quand on leur pose la question à savoir s'ils sont prêts à, ne serait-ce que face à un candidat RN, voter pour l'autre candidat, donc soit du Nouveau Front Populaire ou autre. Ils devront trancher, oui. Ils ne répondent pas par l'affirmative. Oui, justement. On va y venir, Madame Delimi, à cette question des consignes de vote pour ce deuxième tour. Je rappelle qu'il verra dans la grande majorité des circonscriptions s'affronter le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Faisons un petit tour du côté de nos envoyés spéciaux à Paris et à Marseille, Karim Bouaziz et Khadija Khaddaoui. Commençons avec vous, Karim Bouaziz. Comment s'est déroulée cette élection du côté de Paris et quelle est la tendance qui se dégage chez vous à la fermeture des bureaux de vote ? Bonsoir Khaireddine, bonsoir à vos téléspectateurs. On s'attendait plus ou moins ici à ce résultat. Les gens ce matin dans les différents arrondissements de Paris étaient plutôt inquiets et s'attendaient à la percée du FN et à la validation des pronostics qui donnaient une large victoire au FN, c'est-à-dire avec plus de 30%. Les pronostics ne se sont pas trompés et les gens ont tous dit à peu près plus ou moins la même chose, qu'ils étaient contre les extrêmes, mais en même temps qu'ils ne se sentaient plus représentés par le président Macron. Donc il y a en fait une perte de repères profonde quand on a interrogé les gens à la sortie donc des bureaux de vote. Très bien, Karim. Alors, vous parlez de percée. Il n'y a pas eu tout de même de percée d'extrême droite avec 34,2%, suivi donc du Nouveau Front populaire à 29,1%. On a eu l'habitude, durant ces dernières élections, d'un Rassemblement national, par exemple, qui plafonnait au-delà de 40%. Il y a eu tout de même un sursaut d'orgueil à gauche. L'on imagine qu'il s'est exprimé un peu plus fort du côté de Paris, où l'on ne vote pas traditionnellement extrême droite. En fait, la seule circonscription plutôt à droite, selon les résultats européens, ça a été au niveau du 16e ou vers le 8e. Et là, les gens, on est tombé sur quelques personnes et qui expliquaient pourquoi ils avaient décidé de donner leur voix pour le Rassemblement national, tout bonnement, qu'il y avait déjà les problèmes économiques, les problèmes de la dette en France, en disant qu'ils ne se sentaient plus représentés donc par un président qui regardait plutôt vers l'extérieur, plutôt vers l'Ukraine, plutôt vers Bruxelles, plutôt vers Washington parfois, et qu'ils ne voulaient pas justement voir la France dépérir. Et pour eux, Macron était visiblement le représentant de ce déclin et qu'il fallait lancer un espèce de vote sanction. Ils voulaient faire payer Macron de cette manière-là et ils ont décidé pour une fois de franchir le pas, c'est-à-dire de voter pour le Rassemblement national. Karim Bouaziz, je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Paris. Merci pour ces détails. On vous retrouvera un peu plus tard lors de notre édition spéciale consacrée aujourd'hui justement à ce premier tour des législatives. Monsieur Abdeslam Mitache, alors réunion du camp Macron avec son état-major qui a débuté à un peu plus d'une heure, ainsi que les dirigeants de la majorité. Est-ce qu'on parle consigne de vote déjà, d'après vous, chez le camp Macron, grand perdant, appelons-le, de cette élection, et quel sera, selon vous, le scénario chez la majorité pour la suite? Alors, comme vous le savez, je ne suis pas de son parti et donc je ne suis pas dans le secret. J'ose seulement espérer qu'il sera républicain et qu'il appellera justement à ce que
ces candidats qui sont moins bien placés se désisteront pour laisser un candidat de gauche, justement, pour pouvoir faire barrage à l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que ces consignes de vote seront suivies lorsqu'on sait qu'il y a quand même une espèce de délitement politique à l'intérieur du camp de la majorité? Ça serait la moindre des choses. Je vous rappelle qu'à 2 élections présidentielles, on nous a demandé justement un sursaut républicain et d'empêcher l'extrême droite de prendre la présidence. Donc, et vous avez été au rendez-vous. Complètement. Donc, ce qui marche dans un sens doit marcher dans l'autre. Donc, il doit permettre justement à ce que le nouveau Front populaire puisse faire barrage à un maximum de parlementaires d'extrême droite et stopper cette hémorragie. Très bien. Sébastien Perret-Boni, même question. Réunion du camp Macron avec son état-major. Qu'est-ce qui devrait se dégager selon vous de cette réunion? Ben d'abord, digérer la défaite, parce que défaite, il y a. Si jamais il n'y a pas majorité absolue d'un camp ou de l'autre, ce qui paraît encore assez compliqué d'après ce qu'on peut voir, et si en effet les triangulaires se maintiennent et qu'il n'y a pas de désistement au profit de la gauche par le camp présidentiel, en effet, moi ce qui me fait rire, c'est que oui, la gauche a à 2 reprises soutenu Emmanuel Macron, soi-disant pour faire barrage au Front National. On voit le résultat et en effet ce sera exactement la même chose si Macron appelle à soutenir aujourd'hui le Front de gauche dans certaines circonscriptions. Je pense que ce sera évidemment un mauvais calcul, puisque les gens, pour eux, vous savez, les gens sur le terrain, c'est bonnets blancs et blancs bonnets. Oui. Ça. Donc c'est vrai que je pense que ce qui se décide souvent à Paris est complètement déconnecté de la réalité. On voit aujourd'hui tout le monde surpris d'une extrême droite à 34%. Or, quand la gauche a été au pouvoir, et elle a été, qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait pour justement augmenter le pouvoir d'achat, des mesures sociales? On a vu François Hollande, le PS a complètement disparu avec la politique de François Hollande. Il y a eu le référendum de 2005, il y a eu beaucoup Sébastien Perret-Boni, on ne peut pas dire que justement Emmanuel Macron n'a pas eu un rôle dans cette disparition du Parti socialiste, qui, je le rappelle, l'a mis sur un piédestal pour conquérir l'Élysée. Tout à fait, oui, bien sûr. Il y a eu trahison et perdition, si vous voulez, du Parti socialiste. Mais je pense que ce qui a détruit le Parti socialiste, c'est les promesses de François Hollande de lutter contre le monde de la finance. Crier très fort qu'on va lutter contre la finance et qu'on va séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires pour protéger l'épargne des citoyens. Et une fois au pouvoir, avec Emmanuel Macron, avec Moscovici, décider qu'il n'y aurait pas de réforme bancaire. Donc c'est pire, si vous voulez, que de ne rien faire, c'est de faire une fausse réforme bancaire. Très bien. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'a coulé le PS aujourd'hui. Je pense qu'ils sont en train de continuer à se couler avec leur alliance actuelle. Les chiffres, oui, bon, pour l'instant, leur donnent quand même raison de faire alliance avec les autres mouvances et courants de gauche. Et alors, allons rapidement voir du côté de Marseille notre envoyé spécial Khadija Kheddaoui. Même question que pour Karim Bouaziz. Khadija Kheddaoui, quelles sont les premières impressions du côté de Marseille par rapport à ces résultats? Peut-être que la configuration chez vous n'est pas la même qu'ailleurs. Bonsoir Kherdin. Alors les bureaux de vote ont fermé leurs portes ici à Marseille et partout en France depuis quelques temps. Et les premiers chiffres sont là. Pour le moment, c'est le Rassemblement national qui est en tête avec plus de 34% des voix. Et en seconde position, c'est la gauche avec 29%. Et en troisième position, le camp présidentiel avec 21%. Et la quatrième place, les Républicains qui récoltent 10% des voix jusqu'à maintenant. Il est à rappeler que le taux de participation au premier tour a atteint les 65,5%, ce qui est largement supérieur à celui de 2022 où la participation était de 47,5%. En attendant les résultats du deuxième tour prévu le 7 juillet, il est à rappeler qu'ici à Marseille, une forte mobilisation
a été département ici des Bouches-du-Rhône, en faveur du nouveau Front populaire. Voilà, la mobilisation a été en faveur de la droite sous forme de barrage pour l'extrême droite, en attendant bien sûr les résultats de ce deuxième tour. Merci Khadija Kheddaoui d'avoir éclairé notre lanterne concernant les résultats justement dans le département des Bouches-du-Rhône et à Marseille, là où vous vous trouvez. L'on vous retrouvera lors de nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est le moment de marquer une toute petite pause avant de revenir au débat sur l'échiquier international. De retour sur le plateau de l'échiquier international où nous décryptons depuis à peu près 25 minutes maintenant les premiers chiffres relatifs justement au premier tour. Je les rappelle, victoire du Rassemblement national avec un peu plus de 34%, suivi du nouveau Front populaire de gauche avec 29,1% et enfin du camp présidentiel avec un peu plus de 20%. Monsieur Abdesalem Itache, essayons d'analyser avec vous justement cette participation. L'on s'attendait que cette mobilisation aille en faveur de la gauche, car l'abstention a été pendant longtemps le premier parti de France et ces abstentionnistes, on connaît plus ou moins leur profil politique. Comment expliquer qu'il y ait eu tout de même une surmobilisation en faveur de l'extrême droite? Eh bien, si vous voulez, il faudrait reprendre d'abord l'élection d'Emmanuel Macron. Je parle de la première. On a un candidat qui a 39 ans, qui se présente à une élection, qui se prétend ni de gauche ni de droite, et qui nous fait de l'en même temps, un petit peu de gauche, un petit peu de droite. Il a quand même été ministre d'un gouvernement de gauche, rappelons-le. Oui, mais qui a dit qu'il n'était pas socialiste et pas de gauche, et pas de droite non plus. Donc, allez comprendre, et pas du centre non plus. Mais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a quand même eu d'abord, il y a eu un rejet d'une certaine classe politique. Je parle évidemment des affaires de François Fillon, de Manuel Valls qui perd à la primaire, d'Alain Juppé, qui perd également à la primaire, et on se retrouve justement avec ce rejet de cette classe politique et l'arrivée d'un homme qui justement n'avait eu aucun mandat et qui avait un discours plutôt séduisant. Je vous rappellerai que Emmanuel Macron, candidat, lorsqu'il se présente en Algérie, il parle de crimes contre l'humanité. Et je peux vous dire que cet argument, chez moi, avait fait écho. Et en effet, une personne qui n'avait pas connu la guerre d'Algérie de par son âge et qui, justement, parle de reconnaissance de ces crimes qui avaient été perpétrés à l'époque, c'était quelque chose de nouveau et quelque chose de plutôt positif. Lorsque celui-ci a été élu, on s'est retrouvé avec une loi immigration et finalement, dans la tradition de ce qui se faisait avant lui, je pense à Nicolas Sarkozy évidemment, qui avait fait ce ministère de l'identité, qui avait justement favorisé ces idées d'extrême droite uniquement dans le but de se faire élire. Et à côté de ça, on a quand même une campagne de dédiabolisation qui s'est opérée pendant cette mandature et demie d'Emmanuel Macron, puisque on a quand même un média qui est Bolloré, qui accorde l'antenne à un Éric Zemmour, qui du coup rend l'image de Marine Le Pen beaucoup plus lisse, en disant, vous voyez, vous avez quelqu'un de beaucoup plus radical que Marine Le Pen, qui finalement passe de l'extrême droite à la droite extrême, ou à la limite de la droite. Vous avez la droite dont les digues ont rompu, l'appel justement à certains fauteuils ministériels. Je pensais évidemment au président des Républicains, Éric Ciotti, fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de droite. Elle a complètement explosé. Emmanuel Macron a participé justement à cette explosion. Très bien, Abdesalem Itache. Madame Dalila, justement, Delimi, alors Jean-Luc Mélenchon vient de s'exprimer du QG de campagne, Madame Halima Delimi, pardon, du QG justement de la France Insoumise, et vient d'annoncer que la NFP retirerait justement les candidats arrivés en troisième position et se désisteront dans les circonscriptions où le RN est
en tête. Comment peut-on interpréter cette première réaction de la part de NFP ? Alors tout d'abord, ce que j'aimerais préciser, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le porte-parole du nouveau Front populaire et qu'il a fait pas mal de sorties de route, enfin on le connaît bien comme ça, donc ça fait je pense qu'il faut qu'on arrête en fait de se tenir à ce qu'il dit. Alors si on parle de Mélenchon, parce que c'est le premier à s'être exprimé, ni plus ni moins. Oui, j'entends bien, parce que voilà, donc c'est vrai qu'il aime beaucoup s'exprimer en premier et puis dire des choses. Tout comme d'ailleurs, en fait, j'entendais monsieur qui critiquait le travail qui disait qu'on était dans cette situation en gros quasiment à cause de François Hollande. Je pense que c'est un peu fort de café parce que quand François Hollande est parti, il n'a pas laissé un bilan comme ça. Le déficit, c'est bien Emmanuel Macron. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de François Hollande ce soir. Voilà, il ne s'agit pas de lui et je pense qu'il est assez brave d'être allé se présenter là où il est. Ils ont tous au front. Ce qui est important, c'est le programme. Et je pense qu'il faut arrêter de regarder en arrière. C'est très bien de faire une synthèse. Moi, je suis socialiste. Au Parti socialiste, on s'est beaucoup remis en question. On a organisé beaucoup de conventions pour remettre à plat un petit peu toutes les erreurs que nous avons commises. Et je pense que la dynamique qu'on a créée avec Raphaël Glucksmann a fait qu'on a eu des bons résultats aux européennes et qu'aujourd'hui nous sommes au centre mais justement, peut-être, madame, les voix que Raphaël Glucksmann, notamment celle qui s'exprimait en faveur de la Palestine et qu'il n'a pas voulu entendre, peut-être que cela a eu son prix dans les urnes aujourd'hui. Je rappelle que la Palestine a été l'un des thèmes forts des européennes, mais également de ces législatives, malgré cette courte campagne. Moi, je pense que la voix de Raphaël Glucksmann a été la voix de la modestie d'une certaine catégorie de peut-être, on va dire, de gens qui ont eu du mal à décrier, peut-être, à donner une certaine sémantique. Oui. Comme le mot génocide, Exactement. etc. Ça s'est arrêté à des choses comme ça. Mais les propositions, et je pense que ça a demandé beaucoup d'efforts aussi à une certaine partie de la gauche progressiste, parce qu'on revient de loin, a réussi quand même à reconnaître un certain nombre de choses et à établir des lignes très claires, comme le cessez-le-feu, 2 États. Et donc là-dessus, on est tous d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que... Excusez-moi, parce que là, comme on est un peu... Halima Delimi, est-ce que vous pensez justement peut-être que cette alliance a tardé à venir, peut-être, alors que le paysage politique tendait les bras à l'extrême droite ? Je pense que tout ceci a été créé. Emmanuel Macron a joué l'avenir de notre pays sur un coup de dé. Et quand on nous pose la question de savoir si est-ce que demain... après cet état-major, ils arriveront à prendre des décisions. Ouais. À mon sens, on ne peut plus avoir confiance en une personne qui, à maintes reprises, nous a complètement manqué de loyauté envers son pays, parce que aujourd'hui, quand on apporte en fait tous ces gens de l'OAS au pouvoir en France, j'entends, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Tout ceci a été créé. On aurait pu faire autrement, mais à force de tenter le diable. On en est arrivé là. A-t-il aseptisé la vie politique à dessein, donc favoriser la montée de l'extrême droite pour pouvoir se retrouver dans un tel scénario aujourd'hui ? Tout à fait. Pour qu'on n'ait pas le choix, pour nous prendre un petit peu en chantage affectif. Et ça a marché 2 fois, il s'est dit pourquoi pas 3. Or, aujourd'hui, on a réussi à s'organiser. Ce nouveau Front populaire, ce n'est ni un remake de la NUPES, ni la LFI au centre de tout. On part justement effectivement de François Hollande jusqu'à tous les syndicats. Donc il y a quand même les écologistes qu'il ne faut pas oublier, toutes les gauches, nous sommes tous unis, personne n'a cru que nous y arriverions, nous y sommes parvenus, nous sommes là, nous sommes là pour proposer un nouvel avenir à la France. Et, alors on parle d'un programme de rupture à gauche, certains... Oui, on peut... Certains parlent d'éléments de langage repris à François Mitterrand et au fameux congrès d'Épinay où, pour la première fois, on parlait de rupture avec l'ordre capitaliste à l'époque. Oui, mais tout c'est encore une sémantique. Donc, effectivement, les Français sont là de ces promesses, de ces grands mots. Aujourd'hui, on a un programme qui est très clair avec les 100 premiers jours. Oui. Nous sommes les seuls d'ailleurs à présenter un programme. On essaye de
quand on n'essaye pas de nous démonter le programme économique qui pourtant est totalement viable, il a été revu par des prix Nobel, par 300 économistes, ce n'est pas une blague. Alors quand ceci ne fonctionne pas, on nous met dos à dos et on nous traite d'antisémites. Très bien, Madame Halima Delimi, restez avec nous. Nous allons revenir vers vous. Sébastien Perry-Boni, justement, donc, je parlais du danger de favoriser la montée de l'extrême droite. Selon les observateurs de la vie politique en France, cela a notamment été le cas durant les 2 mandats d'Emmanuel Macron. Comment Emmanuel Macron n'a pas pu trouver d'autres alternatives à proposer aux Français pour justement faire barrage à l'échec de ces nombreuses politiques tentées en France à travers des gouvernements successifs, notamment sur le plan économique? Pourquoi n'a-t-il dans sa besace que cette carte du Rassemblement national? Eh bien, si vous voulez, c'est très simple. Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit la dame et le monsieur précédemment, parce qu'en effet, il a été dénoncé le rôle des médias, si vous voulez, dans la montée du Front National, qui est en effet un facteur très important avec Vincent Bolloré, qui fait partie de ce qu'on appelle l'oligarchie internationaliste identitaire. Oui. Puisqu'on a toujours le bon mot en France pour décrire les personnes. Et en effet, qui a joué un rôle très important, mais qui ont joué également ce rôle très important pour faire émerger Emmanuel Macron, qui, malgré les apparences, malgré ce qui a été dit sur lui, le Mozart de la finance, etc., en fait, n'était pas quelqu'un qui était compétent pour gouverner un pays comme la France. Et les résultats se sont avérés extrêmement catastrophiques et extrêmement rapidement, puisqu'on a vu qu'il était incapable, si vous voulez, de faire face à la fois à la situation intérieure ni à la situation internationale. Il y a des centaines d'exemples sur ce cas-là, et très vite, sa campagne s'est résumée à des petites phrases, les gens qui ne sont rien, etc. Sébastien Perry-Boni, justement, en parlant d'Emmanuel Macron, je vais vous demander peut-être une petite analyse de la sémiotique qu'on a vue aujourd'hui lorsqu'il s'est présenté pour voter. Emmanuel Macron arborait une casquette, vous allez le voir, à s'afficher à l'image, et une veste en cuir, également un jean. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que cette élection ne le concerne pas au fond? Oui, ciao Pantin, ça me fait penser à Ciao Pantin, oui, ciao l'artiste. Donc non, on voit bien que c'est pas, comme je disais, c'était pas quelqu'un qui aurait dû être chef d'État de la France, tout simplement. Et on l'a vu. Oui, mais c'est les Français qui l'ont élu, Sébastien Perry-Boni. Oui, je sais, mais parce que justement, derrière, il y avait cette oligarchie financière internationale mondialiste et qui contrôle les médias en Occident, qui ont réussi à faire en sorte de le présenter comme quelqu'un de très compétent, de nouveau, qui allait rompre avec les habitudes de la droite et de la gauche. Alors, il a bien réussi, hein. Théoriquement, il a réussi. Par contre, pour gouverner la France et faire de la politique, ça a été un autre sujet. Et on en est là aujourd'hui. Donc ça, si vous voulez, il y a un agenda mondialiste. Il faut dire les choses. Et aujourd'hui, le rassemblement du nouveau Front populaire, l'extrême centre d'Emmanuel Macron et l'extrême droite de Jordan Bardella, de toute façon, aujourd'hui, ils sont tous pour le soutien d'effectifs à la guerre en Ukraine, donc avec un danger de guerre mondiale. On voit Raphaël Glucksmann qui veut aller bombarder le sol russe, par exemple, qui pourrait être ligne rouge et déclencher une guerre mondiale. C'est-à-dire que ces gens-là sont complètement inconscients de ce qu'ils font. Donc on a, si vous voulez, tous ces partis, l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême centre, qui eux sont pour rester dans l'Union européenne, justement, qui est la raison pour laquelle aujourd'hui on a cette situation économique dans le pays. Donc on veut rester dans l'OTAN, on veut rester dans l'Union européenne, et on fait des promesses qu'on ne pourra pas tenir, parce que en effet, toutes les promesses de Bardella, d'ailleurs il est revenu sur certaines de ses propositions, et si même le nouveau Front populaire, qui je pense a des propositions sociales beaucoup plus intéressantes, ne pourra pas le faire dans le cadre des contraintes budgétaires de l'Union européenne. Très bien. Donc, la vérité aux Français. Donc, le Rassemblement national, c'est une apparence de changement qui va discréditer le changement. Et ce qu'on a eu à gauche, on l'a déjà eu, donc les gens n'en veulent plus. Très bien. Donc, c'est bien une rupture de la confiance, justement. Et Monsieur Itache. Alors, deux choses. La première, c'est un sondage de l'Institut ELAB qui donne 260 à 310 sièges au Rassemblement national, à l'Assemblée nationale à l'issue de ce premier tour. Quelle est votre
lecture de ce chiffre. La deuxième chose, est-ce que justement, au vu de ce scénario, la polarisation n'a-t-elle pas remplacé le clivage dans le paysage politique français? D'abord, ce choix des Français est un choix d'abord qu'il faille accepter parce que ce sont les élections, mais il faut aussi entendre qu'il y a une colère en France et je pense que les Français se trompent de colère. Je suis persuadé que Jordan Bardella et tous ses amis n'ont rien apporté de bon à la France. Vous voyez, lorsque nous, au Nouveau Front Populaire, nous parlons justement d'annuler la retraite à 60 ans, alors que Jordan Bardella parle de 66 ans, il a quand même dérapé lors d'un des débats. On parle de la revalorisation du SMIC à 1 600 €, 2 000 € bruts. Le point d'indice de la fonction publique, justement avec ce dégel qui permettrait aux uns et aux autres de pouvoir juste juguler l'inflation qui aujourd'hui appauvrit les Françaises et les Français. Rappelons que le point d'indice a été gelé durant de nombreuses années en France, qui n'a pas permis de juguler cette inflation. Depuis Lionel Jospin et depuis les 35 heures. Ouais. Donc, j'en sais quelque chose, je suis fonctionnaire depuis plus de 30 ans. Donc je subis de plein fouet cette injustice sociale. Et si vous voulez, Emmanuel Macron a très bien compris que l'extrême droite n'avait rien à proposer et qu'elle échouerait. Et on entend même dire ici et là qu'il serait question d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale dans 1 an, puisqu'il ne peut le faire avant 1 année, pour ne pas laisser justement Jordan Bardella rester aux commandes. Le souci peut-être, c'est que s'ils ne n'ont pas un gouvernement avec un Premier ministre d'extrême droite, en l'occurrence peut-être Jordan Bardella, il s'exposerait de facto à des motions de censure consécutives au sein de l'Assemblée nationale. Et donc ça donnerait lieu à une France complètement ingouvernable. Ah oui, mais complètement. Mais de toute façon, si dans l'hypothèse où il devait déclencher l'article 16 de la Constitution et prendre les pleins pouvoirs, les pouvoirs spéciaux, l'opposition, au bout d'1 mois, peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour rendre caduque cette règle-là. Et donc, on serait amené, Emmanuel Macron serait forcé et contraint de lâcher justement parce qu'il y a des conditions pour l'article 16. Et pour cela, il faut déjà qu'il puisse laisser un gouvernement se mettre en place et ensuite tirer les conclusions de l'échec de ce gouvernement pour pouvoir invoquer l'article 16. Donc, on n'y est pas encore. Et l'hypothèse d'avoir un Emmanuel Macron qui démissionne n'est pas excluant. Très bien. Les mots que vous choisissez sont forts. L'éventualité d'avoir un Emmanuel Macron qui démissionnerait, car le pays serait en blocage politique. Est-ce que vous partagez cette hypothèse, Sébastien Perry-Moni? Est-ce qu'elle est viable d'un point de vue politique aujourd'hui? Oui, sur le plan théorique, oui, cette analyse est tout à fait viable et même tout à fait envisageable. Aujourd'hui, tout va dépendre si le Rassemblement national ou pas a la majorité absolue la semaine prochaine, parce que c'est de ça que va, si vous voulez, découler toute la suite du processus politique jusqu'à l'élection de 2027 d'un nouveau président de la République. Si le président du Rassemblement national a la majorité absolue, il mettra en place un gouvernement, il fera les réformes qu'il a promis, moins celles qu'il a déjà décidé d'abandonner. On verra à ce moment-là s'ils ont le courage d'aller faire tout ce qu'ils ont dit. Est-ce que les Français aimeront... Est-ce qu'il aura en face justement une gauche réconciliée, retrouvée, plurielle au sein de l'Assemblée nationale, qui se battrait justement pour maintenir un certain ordre de la vie politique et également au sein du gouvernement? Oui, la gauche, elle sera plurielle, je peux vous le dire. Alors ça, c'est sûr, elle sera même caméléon. Avec une dizaine... Rappelons son score, 29,1% à l'issue de ce premier tour. Voilà, donc c'est vrai que sur la majorité, si de toute façon, on le sait, par tradition, l'Alliance du Nouveau Front Populaire votera systématiquement contre les propositions de loi du Rassemblement national. On n'imagine pas à un seul moment qu'elle puisse voter une des lois du Rassemblement national.
Or, si le Rassemblement national a la majorité absolue, ça ne changera rien à la politique. Exactement. Mais elle aura quand même son rôle d'opposition, et je pense qu'au moins certains des députés le feront très très bien. Je pense à Ruffin, par exemple, des gens comme lui, voilà, qui joueront ce rôle d'opposition et prépareront le terrain pour un combat pour le 2027. Donc voilà, après, si en effet le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, là, je pense que le pays va être ingouvernable pendant un an minimum. Ce sera très compliqué. Et après, soit on aura à nouveau des élections, soit une démission, soit une révolution. Allez savoir, je ne sais pas. Abdesalem Itache, l'on a eu des informations de la part de nos envoyés spéciaux en France qu'à Paris, certains magasins commencent à barricader les devantures. Est-ce que l'on peut assister dès ce soir justement des incidents sur le plan sécuritaire et une situation qui échapperait justement à l'exécutif? Si on voulait créer le chaos, on ne s'y prendrait pas mieux. Vous voyez, et on laisse déjà planer une ambiance délétère qui laisserait entendre qu'il y aurait justement de la casse et finalement on provoque les choses. Les journalistes sont déjà prêts à couvrir les événements et vous voyez, moi en tout cas en tant que politique, moi j'appelle au calme, j'appelle à la raison, j'appelle à entrer en résistance politique évidemment et continuer le combat politique parce que la solution ça ne sera qu'une solution politique et continuer. D'abord le combat n'est pas perdu. Il y a encore un deuxième tour et qu'il faille faire barrage. Alors j'ai deux informations. La première, Marine Le Pen a été réélue dès le premier tour. Au Pas-de-Calais. Deuxième info, c'est Édouard Philippe qui pour le coup n'est pas très ancien Premier ministre, oui. Parce qu'il il propose le ni-ni. Aucune voix pour le RN ni pour la France insoumise. Donc vous voyez que en fait la gauche a joué le jeu et à 3 reprises, je disais 2 avec Emmanuel Macron, elle a également joué le jeu avec Jacques Chirac qui était face à Jean-Marie Le Pen père et à 3 reprises donc la gauche a joué le jeu du barrage républicain, mais manifestement dans l'autre sens ça ne marche pas. Sébastien Perry-Moni, on a parlé de la gauche, on a parlé du camp présidentiel centriste. Il y a aussi une faillite de la droite aujourd'hui, cette droite dite républicaine qui a disparu de la circulation depuis quelques années et qui n'existe qu'à travers certaines alliances, que ce soit avec la majorité présidentielle ou avec l'extrême droite. Est-ce que cet entre guillemets échec de la politique en France aujourd'hui n'est pas dû également à cet échec de la droite? Si, en grande partie, vous savez, je le disais dans une émission sur Télésud dernièrement, si la droite, qui se revendique du gaullisme, l'était restée, aujourd'hui, elle aurait peut-être encore le pouvoir de gouverner ce pays. Or, comme tout le monde le sait, De Gaulle nous avait sorti du commandement intégré de l'OTAN, Nicolas Sarkozy nous y a remis dedans. De Gaulle était pour une politique de banque nationale, c'est-à-dire que l'État finançait lui-même ses grands projets de développement industriel et scientifique. On a fait le nucléaire, le spatial, la médecine et beaucoup d'autres. Les mêmes idées reprises par la suite par François Mitterrand. Voilà, oui, à un certain niveau. Or, aujourd'hui, les Républicains sont totalement devenus ultra-libérales et ultra-atlantistes. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que la droite s'est trahie elle-même et le résultat c'est la disparition et c'est ce qui s'est passé aussi avec le Parti socialiste. Le Parti socialiste, si vous relisez les écrits de Jaurès et vous écoutez les discours de François Hollande, c'est sûr qu'il y a deux mondes. Hein. Donc c'est vrai que les partis traditionnels se sont séparés de leur histoire, de leur idéologie et malheureusement se sont effondrés. Aujourd'hui, quand j'entends ce que vient de dire l'intervenant précédent sur Édouard Philippe, qui aujourd'hui est dans le nini, et dans le déni même de la disparition. À qui profiterait ce nini justement, à la gauche ou à l'extrême droite d'après vous? Moi je pense qu'il profitera plus à Rassemblement national parce que vous savez le nouveau Front populaire fait fuir beaucoup de gens à différentes raisons, donc je pense qu'elle profitera. Il y a plus de gens qui auront le courage que je peux voir sur le terrain. Hein. J'ai plus de gens qui me disent bon je vote Rassemblement national parce que faut que ça change contre Macron que de gens qui me disent je vais voter
Nouveau Front Populaire. Bon, voilà, ça c'est un Mais constat. vous l'avez dit en début d'émission, il y a très peu de chances pour que ça change parce que sur le fond, Emmanuel Macron et le Rassemblement national sont d'accord sur les projets phares de son programme, à savoir l'Ukraine, à savoir l'Europe de la défense, à savoir un certain abandon des projets sociaux au profit de projets plus libéraux, inspirés justement par la politique de Bruxelles. Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, l'histoire du Rassemblement national, du Front national avant, n'a été qu'une histoire de girouette. Vous savez que le Front national était ultra-libéral à son commencement. Oui. Même la politique de Reagan. Ensuite, quand il y a eu la désindustrialisation, ils sont devenus protectionnistes. Et ensuite, quand il y a eu l'Europe, ils sont devenus d'abord européens, puis anti-européens. Marine Le Pen, je rappelle, voulait sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, d'ailleurs, en 2017. Et maintenant, ils sont pro-OTAN et pro-Union européenne, et encore plus caricatural, si vous voulez, ils étaient même anti-nucléaire. Marine Le Pen elle-même était pour la sortie du nucléaire, puis considérait le nucléaire comme un moindre mal, puis maintenant est pour le nucléaire comme la seule énergie utilisable sans les énergies renouvelables. Donc on voit bien que tout ça n'est pas cohérent, c'est de l'électoralisme, c'est de l'idéologie qui n'est pas connectée à la réalité, et ça c'est le grand problème qu'on a dans ce pays. Quand on entend par exemple le nouveau Front populaire dire qu'il faut sortir du nucléaire, voilà, il faut avoir vraiment zéro compétence scientifique. Et c'est pareil pour Marine Le Pen, 100% nucléaire. Peut-être que c'est justement l'empreinte d'Europe Écologie Les Verts au sein oui, mais c'est bien ces alliances-là, si vous voulez, qui fait qu'aujourd'hui, ce parti est plus un rebutoir que d'adhésion. Enfin, je le pense en tout cas. Moi, si on me dit qu'il faut sortir du nucléaire, je dis mais c'est de la folie, naturellement. Abdeslam Itache, justement, même question. Est-ce qu'au fond, cette extrême droite a, comme elle le prétend, comme elle le dit, la volonté de tout changer? Est-ce qu'elle pourra le faire, que ce soit à partir du palais Bourbon ou de Matignon? Alors, si elle change aussi vite qu'elle change d'avis, c'est pas gagné. Et Sébastien Perimoni l'a très bien dit. Elle était europhobe, puis europhile. Elle était pour la sortie de l'OTAN. Aujourd'hui, elle y est très bien. Il faut pas oublier l'euro. Elle voulait sortir de l'euro et se retrouver avec le franc, mais avec deux monnaies qui vivraient l'une à côté de l'autre et un euro égale un franc. Enfin, elle s'est complètement prise les pieds dans le tapis lors du débat avec Emmanuel Macron, qui l'a complètement ridiculisé sur ce sujet-là. Elle était contre la retraite à 64 ans. Aujourd'hui, on a un Jordan Bardella qui nous parle de retraite à 66 ans. Eh bien, ça ne laisse pas planer de grands espoirs pour la France, pour les Français qui vont souffrir justement avec cette extrême droite qui sera aux affaires. Et moi, je dis et je persiste, l'élection n'est pas encore terminée. Exactement. Il y a un deuxième tour. Il y a un deuxième tour où aussi les gens se mobilisent et qu'ils votent pour tout candidat autre que le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a des chances justement pour que le nouveau Front républicain l'emporte au deuxième tour si ce barrage à l'extrême droite fonctionne? Complètement. Et on a cœur justement à... Vous savez, moi, toute ma vie, je l'ai mené à combattre l'extrême droite. J'ai combattu... vous savez, j'ai 53 ans, je me suis engagé en 86, j'avais 15 ans. J'ai toujours combattu l'extrême droite, que ce soit le père Le Pen. Pendant toute ma jeunesse, j'ai combattu ses idées. Je combats les idées de sa fille et j'ai cœur à ce que mes enfants continuent le combat en combattant les idées de la nièce, évidemment, et de Jordan Bardella. Non pas que je sois fatigué, mais il faut parfois aussi passer le relais. Mais ce combat-là, il est permanent, il ne faut pas baisser la garde devant une extrême droite qui... Monsieur Perimoni parlait du mariage de la carpe et du lapin, vous me pardonnerez, quand on a justement dans les rangs des républicains, des gaullistes, et d'un autre côté une fille descendante du fondateur de l'OAS, les Algériens qui nous suivent. Doublé d'un tortionnaire, rappelons-le, en Algérie. Oui, l'organisation armée secrète qui justement avait intenté à la vie du général de Gaulle et qui justement commettait des attentats en Algérie. Donc, Michel Tabarot, donc pour la citer, siège à l'Assemblée nationale dans le groupe Les Républicains. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des nostalgiques de l'Algérie française qui sont au Rassemblement national. Et de l'autre côté, cette Michel Tabarot qui est
chez les Républicains. Vous voyez, aujourd'hui, cette perméabilité s'est faite entre la droite et l'extrême droite. La droite a disparu, elle a perdu ses valeurs, elle s'est complètement reniée. Et moi, j'aimais la droite républicaine et sociale d'Alain Juppé. Et tout ceci est du passé. Malheureusement, aujourd'hui, les vrais gaullistes doivent justement reprendre leur parti et se remettre en ordre de bataille. Rappelons qu'un ancien Premier ministre de droite, ancien chef de la diplomatie française, que je ne citerai pas le nom, a appelé justement à voter pour le nouveau Front populaire, signe peut-être de la faillite politique de cette... Depuis pas. Exactement. Signe, donc je disais, de la faillite politique de cette droite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Je remercie comme il se doit mes invités. Abdeslam Itache, élu local, membre d'Europe Écologie Les Verts. Sébastien Périboni, candidat Solidarité Progrès à la 9e circonscription des Français à l'étranger. Enfin, Halima Dellimi, qui était également avec nous depuis Genève, candidate du nouveau Front populaire en Suisse. Remercions également nos envoyés spéciaux à Paris et à Marseille, Karim Bouaziz, Khadija Kheddaoui. Mesdames et messieurs, restez fidèles à le24 News. Je vous rappelle qu'une édition spéciale consacrée au premier tour des législatives en France est au programme ce soir à partir de 21h. Soyez au rendez-vous.